Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'Envie et gratitude. Envie et gratitude est un texte qui a été écrit par Mélanie Klein. Mélanie Klein est une psychanalyste austro-britannique, née en 1882 à Vienne et morte en 1960 à Londres. Elle a été l'élève de Sándor Ferenczi, avec qui elle commence une analyse en 1914. Elle rencontre Freud en 1918 et commence une analyse avec Karl Abraham en 1924. En 1925, elle s'installe à Londres. Mélanie Klein oriente sa recherche sur la psychanalyse des enfants et elle publie en 1932 son livre « La psychanalyse des enfants », puis d'autres ouvrages importants et enfin « Envie et gratitude » qui sort en 1957. La reconnaissance scientifique des travaux de Mélanie Klein est importante. Anna Segal, Herbert Rosenfeld entreprirent une analyse avec elle. Et ses contemporains tels qu'Ernest Jones, Donald Winnicott, Michel Balint soutinrent ses idées. Mélanie Klein utilisa le jeu pour remonter jusqu'aux stades les plus archaïques de la vie psychique. Elle s'intéresse à la vie fantasmatique de l'enfant. Selon elle, il existe dès la naissance un moi primitif immature qui manque de cohésion. Ce moi primitif est d'emblée exposé à l'angoisse suscitée par le conflit entre pulsion de vie et pulsion de mort, entre pulsion libidinale d'amour et pulsion destructive agressive. L'angoisse suscitée par ce conflit pulsionnel est d'abord une angoisse de persécution, puis devient une angoisse dépressive. Entre les deux se situe l'envie. Je vais donc reprendre pour vous les trois phases décrites par Mélanie Klein. D'abord la position schizoparanoïde, ensuite l'envie, et pour finir la position dépressive. La position schizoparanoïde. Dès la naissance, le moi primitif du nourrisson est exposé à l'angoisse, suscitée par le conflit entre pulsion de vie et pulsion de mort. Le nourrisson subit le choc de la réalité externe, angoissante, suite au traumatisme de la naissance, et aux sensations douloureuses de la faim et autres, et réconfortante par la présence et les soins maternels. Face à l'angoisse, le moi se clive et projette au dehors, sur le sein maternel, la partie de lui-même qui contient la pulsion de mort, et sa transformation en agressivité. Le sein devient donc mauvais et menaçant, et éveille un sentiment de persécution. La peur originelle de la pulsion de mort devient la crainte du persécuteur. Mais toute la pulsion de mort n'est pas projetée, et la partie qui reste dans le moi du nourrisson est transformée en agressivité, dirigée contre le persécuteur. Il en va de même pour la libido, c'est-à-dire pour la pulsion de vie, que pour la pulsion de mort. Une partie est projetée sur le sein pour construire un objet idéal, idéalisé, qui satisfait les besoins du nourrisson pour rester en vie. Et une autre partie reste dans le moi pour établir une relation libidinale avec cet objet idéal. Ainsi, face à un moi clivé, il y a un objet primaire clivé, le bon objet, le sein idéal, et le mauvais objet, le sein persécuteur. Le fantasme de l'objet idéal est conforté par les expériences de gratification venant de la mère, et le fantasme de persécution est conforté par les expériences de privation et de douleur que le nourrisson ressent comme venant de l'objet. Dans la position schizoparanoïde, l'angoisse ressentie par le nourrisson est paranoïde. C'est l'angoisse de la destruction du moi par un ou plusieurs mauvais objets. Le stade du moi et de ces objets se caractérise par le clivage qui est schizoïde. L'envie. Mélanie Klein définit l'envie en disant « L'envie est le sentiment de colère qu'éprouve un sujet quand il craint qu'un autre ne possède quelque chose de désirable et n'en jouisse. L'impulsion envieuse tend à s'emparer de cet objet ou à l'endommager.
L'envie cherche à prendre les qualités de l'objet, et si cela lui semble impossible, alors elle cherche à les détruire pour supprimer l'origine de l'envie. Comment cela se passe-t-il? L'envie arrive dès que le nourrisson se rend compte que le sein est une source de vie et de gratification. L'envie est encore renforcée par le mouvement d'idéalisation que nous avons vu. Le nourrisson veut donc tout à la fois protéger cette source de vie et de bien-être, mais il veut aussi être lui-même cette source. Il éprouve donc un sentiment douloureux d'envie, et avec lui, le désir d'endommager et de détruire cet objet, cause de son sentiment douloureux. Il attaque alors en fantasme le sein par ses productions internes et les mauvaises parties de lui-même, salive, urine, fesses, flatulence, et par son regard pénétrant. L'envie est à différencier de la jalousie. L'envie décrit un état archaïque, repose sur un scénario à l'objet primaire exclusivement, dans une relation duelle. La jalousie se fonde, elle, sur l'envie, mais elle se déroule dans un scénario inconscient à trois qui relève de la triangulation oedipienne et concerne principalement l'amour que le sujet sent comme lui est tendu. Venons-en maintenant à la position dépressive. La position dépressive est ce qui permet à l'enfant d'accéder à la gratitude. On situe son début autour du 4e mois de vie de l'enfant. Si la mère est suffisamment bonne, au sens de Donald Winnicott, et qu'elle apporte un environnement sécure au développement de l'enfant, alors le nourrisson sentira progressivement que son objet idéal et ses pulsions de vie, ses pulsions libidinales, sont plus fortes que l'objet persécuteur et ses pulsions de destruction. Le mouvement d'identification à son objet idéal, son développement physique et le développement de son moi renforceront sa confiance dans sa capacité à se défendre et à défendre son objet idéal face à son objet persécuteur. Le nourrisson confiant en lui et en l'objet idéal a alors moins peur de ses pulsions destructrices et il a donc moins besoin de les projeter en dehors. L'objet devient en conséquence moins persécuteur et le moi du nourrisson moins appauvri par les projections. Les angoisses paranoïdes diminuent, le clivage et la projection également, et le mouvement d'intégration du moi et de l'objet est en marche. L'angoisse ressentie est l'angoisse dépressive. La mère est alors perçue comme une personne totale, potentiellement séparée de l'enfant. C'est le moment où l'enfant peut donc également se percevoir comme une personne totale, un individu avec sa vie propre et la capacité d'entrer en relation avec d'autres. L'enfant se rend compte que les sensations agréables et désagréables proviennent de la même personne. L'objet n'est plus tout puissant dans sa destructivité et dans sa bonté. Le bébé passe du clivage à l'ambivalence. Le bébé entre dans la position dépressive. Il se rend compte que c'est lui qui aime et déteste la mère. Et il a peur que ses pulsions destructrices anéantissent l'objet dont il dépend entièrement. Il renonce aux défenses maniaques, à l'idéalisation et à la destructivité propre à la position schizoparanoïde. La capacité de réparation prend alors le dessus. La gratitude ressentie envers l'objet primaire construit les capacités de l'enfant à aimer et à créer des relations amoureuses à l'âge adulte. La gratitude, autrement dit la reconnaissance envers l'autre, implique un autre que moi, à l'inverse de l'envie qui vise à détruire l'autre pour faire place au moi. La gratitude est gratitude d'abord de la présence de l'autre dans l'expérience de la détresse. La gratitude implique donc l'aveu de son désarroi, de sa finitude, de sa castration symbolique et de sa sortie de la toute-puissance, en même temps qu'elle permet au sujet de s'acquitter de sa dette. Pour revenir rapidement sur le clivage du moi maintenant, il consiste en la séparation du moi en deux parties qui coexistent dans le moi, l'une correspondant à la réalité extérieure à satisfaire et l'autre à l'exigence pulsionnelle.
Les deux attitudes persistent ensemble et ne s'influencent pas. Le clivage est un mécanisme de défense qui a été décrit par Freud dans le cadre du fétichisme et de la psychose. Mais il est important de considérer que si le clivage n'est pas excessif et ne conduit pas à la rigidité, il constitue un mécanisme de défense très important. C'est en effet la base de ce qui va devenir à l'âge adulte la capacité de discrimination. De même, c'est le mécanisme qui permet de se concentrer ou au contraire d'écarter une émotion pour construire un jugement intellectuel. Enfin, c'est aussi la base du refoulement. Dans les psychothérapies de nos patients, nous pouvons repérer la répétition de la position schizoparanoïde, l'envie, puis la position dépressive, pour arriver enfin sur la gratitude. Notre rôle est d'accompagner nos patients à dépasser ces différents moments. D'un point de vue clinique, je vais terminer par quelques exemples de signes de fixation à la position schizoparanoïde. Par exemple, un patient qui refuse les interprétations, qui est dans la critique permanente, la dépréciation, la minimisation de l'aide apportée, qui n'accepte pas ce que l'analyse peut apporter, ou encore un patient qui n'arrive pas à rester en lien avec le thérapeute, ou en lien avec ses pensées, ses idées, ses émotions, ou encore un patient qui est confus après une séance fructueuse, qui déforme, qui oublie, qui fragmente l'interprétation. Également un patient qui attaque le cadre, rate les séances. Ou au contraire, un patient qui reste dans un transfert positif intense et donc dans l'idéalisation, sans possibilité de travailler sur la haine ou sur l'envie. On peut également repérer différents moyens de lutter contre l'envie chez les patients et qui nous indiquent la présence d'une forte envie, justement. Par exemple, la dévalorisation du thérapeute par la disqualification de l'interprétation. La dévalorisation également d'eux-mêmes. En ne se réalisant pas, ils nient leur envie de se réaliser. L'accroissement de l'envie chez les autres par l'étalage de ses acquis ou de ses dons. Souvent, à ce moment-là, l'indifférence cache la haine. Ou encore, le refus de tout contact social. Nous accompagnons nos patients à identifier leur envie, à l'accepter comme étant leur agressivité, pour ne plus la projeter sur les autres. C'est ainsi qu'ils peuvent entrer dans la position dépressive progressivement et atteindre la gratitude. Quand le patient accepte que les expériences positives de la vie extérieure et intérieure sont supérieures aux expériences négatives, alors les sentiments positifs l'emportent également. Gratitude, satisfaction, compassion. Et tout cela renforce l'estime d'eux-mêmes progressivement et permet de conduire à la bonne fin des traitements. Je vous remercie pour votre attention.